Un homme conduit jusqu'à un endroit qu'il aime. Puis il reçoit un appel tant redouté. Sa vie ne sera plus jamais la même. C'est juste de la torpeur totale, c'est un choc. Il faut juste que j'y arrive le plus vite possible. Il y trouve les restes d'un meurtre, d'un amour et d'une trahison. Pour découvrir la vérité, il faudra mener une enquête méticuleuse et être rusé. Ce qui est révélé peut être très blessant et douloureux pour les personnes concernées. C'est une histoire à rebondissement. Un tueur piégé. Une technologie secrète dont la police ne peut même pas parler. La technologie a été décisive dans cette affaire. Souvent, c'est ce à quoi le tueur s'attend le moins qui le surprend. Mais il existe un autre élément dans cette histoire, le contraire de ce que le tueur attendait. On pourrait parler d'intervention divine. Personne ne devrait mourir ainsi. Je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible. L'une des tâches du médecin légiste est de déterminer la cause du décès. À voir sur vos portables ou sur grand écran. Gratuitement. Aucun abonnement requis. Téléchargez Vili maintenant. Carshalton Beaches dans le Surrey, à 20 km au sud du centre de Londres. Aisé, très silencieux, calme. Carshalton Beaches est un très beau quartier situé à la périphérie de Londres, en plein dans la ceinture verte. Des maisons chères avec un faible taux de criminalité. La police est rarement appelée à s'occuper de quoi que ce soit. C'était un endroit charmant. Nous avons eu beaucoup de chance de grandir là-bas. C'est bordé d'arbres. C'est une sorte de banlieue huppée. La famille Cosgrove vivait au cœur du quartier. C'était une maison familiale très heureuse. 4 enfants ont grandi dans cette maison. C'était un quartier agréable. John était l'un des 4 enfants. Il a un frère, Matthew, une sœur, Caroline, et une autre sœur, que nous appellerons Sally pour les besoins de ce film. Selon moi, il y avait un lien assez étroit entre nous 4. Leurs parents, Maureen et Terence, étaient en passe de devenir des piliers de la communauté. Ils ont vécu dans le quartier pendant 30 ans, et maman connaissait la plupart des gens du quartier. Tous deux s'impliquaient dans des œuvres caritatives et dans des écoles de Carshalton. Terence était trésorier dans une école privée pour filles, où Maureen l'aidait bénévolement. Elle était également enseignante adjointe dans une école catholique pour filles. C'était une mère d'un grand soutien. Elle était toujours là. Si on avait un problème, on savait qu'on pouvait aller voir maman. Elle était toujours là pour recoller les morceaux, pour aider, donner de l'amour et du soutien. Papa était une personne très discrète, qui gardait ses pensées pour lui. Dans les années 90, les enfants ayant grandi, Maureen et Terence se sont habitués à vivre seuls. Voilà. En 2003, leur fille Sally s'est mariée. Mais la relation n'a pas fonctionné, et elle est retournée vivre chez ses parents. Notre histoire deviendra en un sens celle de Sally. Un récit des événements qui se sont abattus sur elle et sa famille. Mais c'est en 2007 qu'une tragédie distincte et inattendue s'est produite. Terence a soudainement disparu. Le samedi soir, maman m'a appelé pour savoir si j'avais eu des nouvelles de papa, car il était sorti et n'était pas revenu. Elle s'inquiétait de savoir où il était allé, s'il était venu nous voir, si nous avions eu des nouvelles de lui. Ce qui n'était pas le cas. Le lendemain matin, sans signe de Terence, John part en voiture pour tenter de le retrouver,
tandis que Maureen attend à la maison. Je lui ai dit qu'il était probablement parti faire un tour pour se changer les idées, qu'il ne fallait pas s'inquiéter et qu'il reviendrait très vite. Mais Terence ne rentrera pas à la maison. Vous savez, je pense que nous n'avons pas vu les signes annonciateurs qu'il se sentait très mal. Nous pensions simplement qu'il avait été un peu malheureux au cours des mois précédents. Plus tard dans la journée, Terence a été retrouvé pendu à un arbre dans un parc d'Arundel, dans le Sussex de l'Ouest. Malheureusement, que nous ayons ou non manqué les signes avant-coureurs, il s'est suicidé. Il s'est pendu. Et nous ne saurons jamais vraiment pourquoi. Pour la famille, ça a évidemment été un moment incroyablement difficile. Ce que cela a fait, en réalité, c'est que ça nous a rapprochés, entre frères et sœurs, pour qu'on puisse bien s'occuper de maman. La famille l'ignorait, mais une tragédie plus sombre s'annonçait. En 2007, dans la banlieue sud de Londres, à Carshalton Beaches, Maureen Cosgrove, 63 ans, se remettait du suicide de son mari Terence, retrouvé pendu. Maureen n'était pas seule. Sa fille, Sally, vivait également avec elle. Peu après la mort de son père, Sally a forgé une nouvelle amitié. Et comment ça va? Alors qu'elle fumait une cigarette, elle a rencontré un homme originaire d'Écosse, qui vivait depuis 11 ans en Irlande. Le bus ne s'arrête pas ici, vous savez? Je vous connais? Non, je m'appelle George. Et vous êtes? Je ne sais pas si je devrais vous le dire. Pourquoi? George Mabon, surnommé Jordi par ses amis, avait une quarantaine d'années, était sans emploi, et vivait d'une allocation d'invalidité. Enchanté. Enchanté également. Oh, cette clope a l'air bonne. J'en aurais bien besoin aussi. Il avait des enfants mais ne vivait pas avec eux. Il vivait avec sa mère, âgée de 82 ans, dans sa maison de North Sutton. Ce serait très gentil de votre part. Ils sont très vite devenus un duo. L'instant d'avant, elle était célibataire. La minute suivante, elle avait un nouveau petit ami qui s'appelle Jordi. C'était bien. J'ai fait ça. Ah bon? Oui. Tu as grandi dans le coin? Oui, je m'ennuyais. Immédiatement, George Mabon se distingue des autres membres de la famille. Il est apparu comme quelqu'un de doux et de très charmant, toujours prêt à aider. Je peux te sortir un peu, tu sais, faire de petites excursions. Il n'avait pas de travail, mais, ce qui a provoqué des frictions entre lui et John en particulier, c'est qu'il n'avait pas vraiment l'air de vouloir travailler. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle la relation s'est développée si rapidement est que, de son point de vue, c'était une fille attirante et beaucoup plus jeune que lui. Ce qui a dû l'attirer elle, c'est qu'il lui accordait de l'attention. C'était quelques mois après la mort de notre père. Vous savez, il était là pour la choyer et la gâter. Vous savez, il était manifestement passionné par elle, et je crois que nous avons tous pensé que c'était une bonne chose dans sa vie. Et voilà. Oh, regardez ça. Ainsi, il a tout de suite été inclus dans la famille. Il a vite bénéficié des mêmes soins que ses deux fils et ses deux filles. Mais plus tard, George a commencé à avoir la bougeotte. Il rêvait d'emmener Sally vivre en Irlande. Il semblait aimer ce genre d'image, celtique. En fin d'année 2007, ils sont partis. Mais la réalité s'est avérée plus dure qu'il ne l'avait espéré. Sally a trouvé un emploi de comptable, mais il est vite apparu que cela ne fonctionnait pas. Elle n'a pas gardé cet emploi longtemps. Vous vous rendez compte que les comptes doivent être rendus demain matin à 12 h? Oui, je sais, je m'en rends compte. Je comprends que l'employeur ait été frustré, Jordi était toujours là, dans les parages. Au cours de l'été 2008,
Sally et George sont retournés en Angleterre et ont emménagé avec Maureen. Jordi ne voulait pas revenir, il voulait rester là-bas. Elle voulait revenir. Je suppose que sa mère lui manquait. Très vite, cependant, il s'est avéré que ce n'était pas la solution idéale. Il n'était pas d'une grande aide à la maison. Vous savez, il ne travaillait pas, il ne contribuait pas financièrement au ménage. Du jour au lendemain, maman l'a soutenu financièrement. Il n'a fait aucun effort pour trouver un emploi. Des choses simples, comme marcher dans le salon avec les chaussures et ne pas les enlever. Bien qu'il s'agisse d'un point relativement mineur, ça a commencé à prendre de l'importance pour Maureen. S'il te plaît, je te l'ai déjà dit, plein de fois. C'est vrai, désolé. Ça a pris de plus en plus d'ampleur. Il y avait un cabanon dans le jardin. Sally et George l'utilisaient comme lieu de retraite, un endroit où ils pouvaient passer du temps seuls. George n'a jamais eu grand-chose. Il n'a même jamais eu de travail régulier. Il avait trouvé une petite mine d'or ici, vivant dans une belle maison, avec beaucoup d'espace, avec une famille qui s'en sortait bien. À la fin de l'été 2008, Sally est tombée enceinte de George. Mais Maureen n'en pouvait plus de George. Je pense que maman estimait qu'il devait devenir un partenaire responsable pour elle et pour l'enfant à naître, qu'il devait trouver un emploi. Le fait qu'il ne fasse rien a entraîné quelques frictions. Vers la fin de l'année, elle a même limité la durée de son séjour. Il n'était autorisé à rester, je crois, que 2 nuits par semaine. À ce moment-là, il a dû retourner vivre avec sa mère. George, pourquoi t'es comme ça? Sally décide de ne pas l'accompagner chez sa mère, mais de rester avec Maureen. Je peux t'aider? Non, laisse-moi ranger mes affaires en paix. Jordi n'était manifestement pas heureux de ne plus être autorisé à vivre dans la maison. George, Il voulait vivre avec cette femme qu'il aimait et qui était maintenant enceinte de son enfant, il était très possessif. Il était autorisé à rester à la maison de temps en temps. c'est vrai. Pas trop loin. Maureen a proposé de partir en vacances avec Sally et sa sœur. Elle n'a pas invité George, qui avait fait un scandale lors d'un précédent voyage en Espagne. Tu sais ce qu'il s'est passé la dernière fois? Il y avait eu une altercation à propos d'un serveur attentionné. George était très jaloux et s'était mis en colère. Excusez-moi. Voici vos tapas. Tout se passe bien jusqu'à présent? Oui, oui. Oui? Wa, que guapa. Vous êtes magnifique. Bas les pattes. Calmez-vous, c'était juste un compliment. Retourne en cuisine. Désolé? Oui. Oui. Excusez-moi, je suis désolé. Je pense qu'il l'a mal pris. Ce n'est pas le fait qu'il ne parte pas en vacances, mais qu'elle ne soit plus dans son champ de vision. Ces vacances n'ont finalement jamais eu lieu. Des événements ont changé le cours de leur vie à jamais. Le 24 mars 2009, tout avait commencé comme une journée ordinaire. Sally s'est levée, puis a regardé la télévision. George lui a parlé plusieurs fois au téléphone. Oui, oui, je vais bien. Ils ont convenu d'aller faire du shopping, puis de déjeuner à côté de Sutton High Street. Maureen était sortie pour aller chez le dentiste, puis donner quelques vêtements à une œuvre de charité avant de rentrer chez elle. Mais plus tard dans la journée, alors que Sally s'apprêtait à retrouver George, elle a tenté à plusieurs reprises d'appeler sa mère, en vain. Plus tard dans la journée, dans les bureaux de North Kensington à Londres où il travaille, John Cosgrove a reçu un appel de son frère. Il m'a dit, tu dois rentrer à la maison. J'ai répondu, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et il a dit, c'est maman. Je pense qu'elle est morte. L'appel de mon frère m'a totalement paralysé. Je n'y croyais pas.
À ce moment-là, il y avait beaucoup d'incertitudes sur ce qu'il s'était passé. Je savais juste que maman était décédée. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il se passe? Toutes sortes de choses se bousculaient dans mon esprit. J'ai d'abord pensé qu'elle avait eu une sorte de crise cardiaque ou qu'elle avait fait une mauvaise chute. À son arrivée, une partie de la rue était fermée. Je me suis dit que ce n'était pas le résultat d'une maladie, d'une chute ou d'autre chose. Il n'y aurait pas eu une telle présence policière, vous savez? Quand on voit cette rubalise, on pense à une scène de crime. John? Je suis vraiment désolé pour ta mère. Vraiment désolé. George avait retrouvé Sally pour boire un verre. Ils ont fait quelques courses, puis sont allés chez Maureen. Les récits de George et de Sally sur ce qu'il s'est passé ensuite varient dans les détails. Voici la version de George. Envie d'une bière? Café. Un café pour moi, oui. Viens vite. Maureen? Maureen. Maman? Maman. Appelle une ambulance. Appelle une ambulance. Je m'occupe d'elle. Vas-y. Maureen, allez, Maureen. C'est ma mère. Je crois qu'elle est morte. Les secours sont arrivés et ont confirmé le décès de Maureen. Ils ont appelé la police. Je vais juste appeler la police, d'accord? Inconsciemment, je savais qu'il ne s'agissait probablement pas d'une mort naturelle. À ce stade, j'ai commencé à penser qu'il y avait eu une sorte d'altercation. Elle est ici, sur le sol de la cuisine. Ma mère. Je vois. Dès l'arrivée de la police, il est vite apparu que Maureen avait été assassinée. Il y avait des signes évidents de strangulation. S'ils avaient dit qu'elle avait été poussée, qu'elle s'était fracassée la tête ou quelque chose comme ça, cela aurait pu arriver s'il y avait eu une altercation. Mais un intrus lambda l'aurait juste poussé de son chemin, puis serait parti, plutôt que de rester là, et de l'étrangler jusqu'à la mort. C'est ça qui était encore plus mystérieux et difficile à comprendre à ce moment-là. La cause du décès, la strangulation, a été confirmée lors d'une autopsie effectuée à l'hôpital Saint-Hélier. Il était évident qu'il y avait eu une compression du cou et qu'une pression extrêmement forte avait été exercée. C'est la seule blessure importante subie par Maureen. Ce fut une période incroyablement difficile, malgré le soutien de l'équipe de liaison familiale. On les voyait tous les jours, ce qui était très déstabilisant et très émouvant. Vous passez de moments de larmes, ce qui, je suppose, correspond au chagrin, à la colère, à la frustration. L'enquête a d'abord révélé que le meurtre était un accident domestique. La maison n'a pas été visitée. Il n'y a pas eu d'effraction dans la maison. Tout semblait à sa place. Je soupçonnais fortement que cela pouvait être lié à la famille et à quelqu'un qui vivait dans la maison ou la connaissait. Il faut évidemment faire preuve d'ouverture d'esprit quant à l'identité des responsables, mais il faut aussi être réaliste. Quelqu'un a tué Maureen Cosgrove chez elle. Il y avait de fortes chances que ce soit quelqu'un qui connaissait Maureen Cosgrove et la maison. Les chances qu'un tueur psychotique se soit trouvé par hasard dans cette maison sont extrêmement faibles. Nous avons donc dû être extrêmement prudents quant aux informations divulguées, même à la famille proche. C'était absolument horrible, car nous savions alors que quelqu'un avait ôté la vie à notre mère. Mais on ignorait comment. On ignorait si l'agression était de nature sexuelle. On n'en avait pas la moindre idée. D'un côté,
Il y a l'horreur de savoir que quelqu'un a pris sa vie. Mais en même temps, il y a aussi une certaine curiosité, parce qu'on tenait vraiment à savoir ce qui lui était arrivé. On m'a demandé d'aller les voir pour leur expliquer brièvement comment nous allions procéder. Les enfants de Maureen sont restés calmes. La réponse de George a été différente. En fait, George voulait savoir ce que nous allions faire, comment nous allions le faire, comment nous allions trouver la personne qui avait tué sa belle-mère. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous pouvons aider. D'accord, merci, merci beaucoup. La police a révélé à la famille certains détails sur l'attaque elle-même. C'était absolument horrible. Vous savez, c'est la comparaison entre le fait que papa soit mort par pendaison et le fait de savoir que maman est morte d'une manière similaire, mais pas de sa propre volonté. C'est tout simplement horrible. Au même moment, ils ont pu confirmer que l'attaque n'était pas de nature sexuelle, ce qui nous a soulagés. La seule chose à laquelle je pensais, c'est que maman avait dû surprendre un intrus. George a aussi supposé qu'il y avait eu un cambriolage. Il a déclaré à la police que plusieurs portes avaient été laissées ouvertes, ce qui n'était pas dans les habitudes de Maureen, qui était soucieuse de sa sécurité. L'une de nos pistes de réflexion était qu'il s'agissait peut-être d'un cambriolage. George a demandé à Sally si le sac à main de Maureen avait disparu. Nous avons trouvé le manteau de Maureen à côté d'elle, et on aurait pu s'attendre à trouver le sac à main à côté du manteau. Mais il n'y était pas. Nous avons travaillé avec la police du Surrey et les divisions locales de la police pour identifier les schémas de cambriolage dans ce secteur. Il n'y avait rien qui corresponde à ces circonstances. Nous avons lancé une fouille minutieuse de toute la maison, tout en continuant de chercher le sac à main manquant. Nous avons ensuite commencé à effectuer des recherches plus approfondies dans les jardins voisins, puis nous avons trouvé le sac à main de Maureen qui avait été abandonné. Le sac semblait avoir été jeté de l'autre côté de la clôture près d'un cabanon. Le contenu a été examiné et nous avons été surpris de constater qu'il ne manquait absolument rien dans le sac à main. Le sac à main contenait des cartes de crédit, un permis de conduire et une importante somme d'argent liquide. De ce fait, un cambriolage devenait moins probable. Les agents de liaison familiale nous demandaient si nous pensions à quelqu'un qui aurait pu en vouloir à la famille, s'il y avait des secrets cachés dans la famille qui auraient conduit quelqu'un à attaquer maman. Mais la famille a eu un choc. C'est sur eux que sont tombés les soupçons de la police. Il faudrait que vous m'accompagniez tous les deux au commissariat. La police enquêtant sur le meurtre de Maureen Cosgrove, âgée de 65 ans, dans la banlieue cossue de Carshalton Beaches, au sud de Londres, avait deux suspects potentiels clés. L'un d'eux était George Mabon, le compagnon de Sally, la fille de Maureen. À la grande surprise de la famille, Sally était le deuxième suspect. Ce sont eux qui ont trouvé le corps. L'un des membres de l'équipe de liaison a appelé et a dit « Nous les emmenons tous les deux au poste pour les interroger ». Évidemment, c'étaient des témoins clés, comme ils avaient trouvé le corps. Mais tout de suite, je me suis demandé pourquoi. Qu'ont-ils fait ? En interrogeant George, la police a remarqué ce qui semblait être une petite brûlure par frottement sur son index. Le résultat de l'autopsie et la confirmation de l'utilisation de liens m'ont amené à me demander si les liens auraient pu causer la brûlure par frottement. C'est rien, juste une coupure. Je déplaçais une machine à laver chez ma mère pour la caler, je me suis juste coupé le doigt.
Alors qu'il était encore au poste de police et qu'on photographiait sa blessure, j'ai envoyé des agents au domicile de sa mère pour qu'ils examinent la machine à laver. Ils ont trouvé des ongles coupés, des cheveux, de la poussière tout autour de la machine à laver et des toiles d'araignée qui soudaient presque la machine à laver au mur. Il était évident que la machine à laver n'avait jamais été déplacée. Rien n'avait été bougé. George avait menti. La police s'est intéressée davantage à ses relations avec la famille. Les officiers de liaison qui sont déployés pour s'occuper de la famille ne sont pas seulement là pour apporter un soutien, mais aussi pour recueillir des informations et des preuves potentielles. Nous avons commencé à faire des recherches discrètes sur Maureen, sur les relations avec les membres de la famille, etc. Le thème d'une relation malheureuse entre George et Maureen est assez récurrent dans les récits. La police a rapidement établi que les frictions étaient centrées sur la relation de George avec Sally. Ils ont décidé de dresser un tableau détaillé des mouvements exacts de ces deux personnes le jour de l'assassinat. Il nous est rapidement apparu que tout ce qu'elle nous disait était vérifiable. Elle était là où elle disait être, elle faisait ce qu'elle disait faire. En revanche, les déplacements de George n'ont pas pu être vérifiés. Il a été conduit au poste de police de Sutton. Lorsque George a été interrogé, il a été très poli. C'était une personne assez extravertie et sociable. Vous savez, les femmes, quand elles vous attendent, vous devez les appeler et leur dire « je suis en route ». Elle est un peu comme ça. Il s'est montré très coopératif avec les agents et a cherché à donner des réponses très détaillées à toutes les questions qui lui ont été posées. Le problème, c'est que personne ne se souvient de l'avoir vu aux heures et aux endroits qu'il avait indiqués, avant de retrouver Sally. Au deuxième ou troisième jour de l'enquête, j'étais de plus en plus déçu de George Mayben. Le compte rendu de ses déplacements devenait moins solide, la relation n'était pas bonne. Pour moi, il commençait à devenir suspect. George a expliqué qu'il était chez lui, dans la région de Saint-Hélier, avec sa mère. Il était passé par le magasin coopératif local. Il a ensuite pris un bus pour se rendre dans le centre-ville de Sutton. Il a dit qu'il avait attendu Sally à cet endroit et qu'il l'avait finalement retrouvée. Si George a menti sur ses déplacements, il est important que nous sachions où il se trouvait réellement à l'heure en question ce matin-là. Nous avions besoin d'une preuve vérifiable de son histoire. La mère de George a été interrogée par des agents de l'enquête. Il s'agit d'une dame âgée qui n'a pas pu donner un compte-rendu clair et fiable de ses déplacements. Il est fort possible qu'il ait pris le bus. Les bus ont une vidéosurveillance. Nous devions saisir toutes les caméras de surveillance des bus de Sutton. La police a commencé par utiliser les images des bus, allant de chez la mère de George au lieu du crime. Le matériel a été analysé dans cette salle du commissariat de police de Sutton. Et voilà, George était dans un bus. Voici George qui monte dans le bus S4. Cet itinéraire du bus le conduit jusqu'à la zone où le crime a été commis. Il était dans le bus en direction de Carshalton Beaches, un endroit où il disait ne pas être allé ce jour-là. On voit clairement qu'il n'a pas de gants et qu'il porte un jean et des chaussures blanches. Il porte un chapeau distinctif et un manteau marron. Il faisait beau et chaud ce jour-là, curieusement, il était donc trop habillé pour le temps qu'il faisait. Il portait un chapeau, un manteau épais et, au cours du trajet, il a commencé à enfiler une paire de gants très épais. On pouvait voir ses mains, donc on le voyait très clairement enfiler des gants sombres ou noirs pendant qu'il était assis à l'arrière du bus. Il y avait évidemment une raison à cela. Il ne s'est pas mis à faire froid, il n'avait pas besoin de se réchauffer les mains. Pourquoi portait-il des gants? J'ai pensé à un lien entre la brûlure sur le doigt de George et cette histoire de gants épais. Nous nous sommes renseignés et avons obtenu du légiste qu'il était tout à fait possible qu'une brûlure par friction soit causée par l'utilisation de liens,
tout en portant des gants. La police a aussi recoupé les données des antennes relais pour déterminer la position du téléphone de George. Salut, George. Salut, comment tu vas? Ils ont suivi son téléphone depuis son domicile jusqu'à Carshalton Beaches. Sur le chemin, il a passé plusieurs appels à Sally, prétendant qu'il était chez lui, alors qu'il se trouvait en fait très près de la scène du crime. Un de ces appels était extrêmement sinistre. Il avait appelé pour vérifier si elle avait bien quitté la maison et si elle était en route pour le rejoindre à Sutton. Tu es déjà parti? Tu n'es plus à la maison? Pour moi, il s'assurait simplement que la voie était libre. Le trajet de George l'a conduit à un arrêt de bus près de chez Maureen. C'est à ce moment-là, vers 9h53, que George traverse devant la caméra du bus et se dirige vers la maison de Maureen. C'est à ce moment-là qu'il a d'abord dit qu'il était encore chez sa mère. Vous pouvez voir que c'est une rue très calme. Il est seul. Alors qu'il disparaît, on le voit changer de direction et traverser le côté de la route où se trouve la maison de Maureen. Juste là, il commence à traverser, puis on le perd de vue. Les analystes ont trouvé des preuves d'un appel téléphonique particulièrement révélateur. Il semble que George se soit faufilé par une porte latérale et qu'il ait reçu un appel au fond du jardin. D'accord. Parfait. Nous avons discuté avec des ingénieurs experts qui ont affirmé qu'il était possible d'indiquer l'emplacement exact du téléphone à quelques centaines de mètres près. Un appel téléphonique en particulier s'est avéré pertinent. Grâce à une vallée située à environ 3 ou 4 kilomètres, ils ont pu localiser un appel dans le jardin. Tu es dans les temps? Super. Il était dans un espace de seulement 1 mètre de large, directement derrière le cabanon. C'est le seul endroit de Carshalton Beaches où cette antenne captait. La zone située derrière l'abri de jardin est devenue extrêmement importante pour l'enquête. C'est là que se trouvait le sac à main, dans le jardin des voisins, et il est évident que Mayben y a passé du temps. C'était une bonne cachette. C'est un coin qu'il connaissait bien. À chaque fois qu'il venait à la maison, il y passait beaucoup de temps. Et d'après les mégots de cigarettes qui traînent, c'est un endroit qu'il utilisait régulièrement pour fumer. C'était maintenant facile d'imaginer ce qui était arrivé. Je pense qu'il s'est caché dans le jardin et qu'il a surveillé la maison pour voir Maureen rentrer de son rendez-vous chez le dentiste. Il a ensuite calmement traversé le jardin puis frappé à la porte de derrière. Maureen a dû volontiers le faire entrer dans la maison. Oh, bonjour. Bonjour. Tu étais derrière? Vous auriez à boire? Un café? Et une fois qu'elle était dans la cuisine, il l'a attaquée et tuée. Les relevés téléphoniques montrent qu'un appel a été passé depuis la maison vers le portable de George, et que son portable se trouvait à proximité à ce moment-là. Il s'agissait clairement d'une tentative de sa part de nous mettre sur une fausse piste et de nous faire croire qu'une personne dans la maison essayait de le contacter. La police pense qu'il a ensuite jeté le sac à main de Maureen pour faire croire à un cambriolage, mais aurait oublié d'en retirer l'argent ou les cartes de crédit. Puis il est parti rejoindre Sally à Sutton. Mais prouver que George était sur les lieux est une chose. Prouver le meurtre en est une autre. La police a réexaminé les vidéos de surveillance. Ici, nous voyons George environ 1 heure après le meurtre, dans Sutton High Street, en train de traverser la rue. Il se dirige vers une poubelle,
Il semble y jeter quelque chose. Voici un plan de la vitrine d'un bijoutier. Il se retourne après avoir mis des objets dans la poubelle. Il marche jusqu'à une petite alcôve et on le voit enlever son manteau. Le manteau pourrait contenir des preuves décisives. Il semble donner un coup de pied sous la grille. Il m'a semblé évident qu'il essayait de changer d'apparence. Ce manteau était évidemment très important pour notre enquête et il était vital que nous le récupérions. Ce sont les caméras qui ont fourni la piste. L'histoire était sur le point de prendre une nouvelle tournure, grâce à un passant. Sur cette séquence, on voit un homme descendre à vélo. Il descend de son vélo et le pousse sur le trottoir, passe derrière le lampadaire et se rend à un distributeur de billets. Il ramasse ensuite le manteau et l'embarque sur son vélo, on le voit dépasser, par-dessus son guidon. La banque a identifié l'homme qui avait utilisé le distributeur. Des agents ont immédiatement été dépêchés à son domicile. Ils l'ont interrogé sur le manteau. Il a pu présenter le manteau intact, tel qu'il était lorsqu'il l'avait pris quelques jours plus tôt. Une fois le manteau récupéré, nous avons eu l'impression qu'il s'agissait d'un élément de preuve important. Le manteau a été soumis au laboratoire médico-légal pour examen, à la fois pour l'ADN et pour les fibres. L'ADN a permis de prouver que George avait l'habitude de porter ce manteau et que les fibres présentes sur le manteau étaient en grande partie rouges. Ces fibres rouges se trouvaient principalement au niveau des bras et de la poitrine. Elles correspondaient au haut que portait Maureen au moment de sa mort. Des fibres noires, semblables à celles du manteau, ont été trouvées sur le haut de Maureen. Le récit de George, qui ne correspond pas à celui de Sally, tente d'expliquer les fibres en disant qu'il l'a tenue pendant qu'elle gisait morte. Je tenais à retrouver les gants portés par George. La police ne les a jamais retrouvés. George a été interrogé à ce sujet. Il a inventé une histoire à dormir debout, disant que son chien avait mangé les gants. Je pense que les gants ont été mis à la poubelle en même temps que les liens. Bien que les preuves contre George soient circonstancielles, la police est persuadée qu'elle tient son assassin. Mais il restait une possibilité qu'il devait résoudre. Il restait encore un dernier point à éclaircir. Était-il vraiment la seule personne impliquée, ou avait-il un complice pour l'aider? Et j'avais besoin d'éléments concrets pour le prouver. Si Sally était innocente, la police voulait exclure la possibilité qu'elle soit impliquée. La preuve devait venir de l'endroit le plus inattendu. La police pensait avoir identifié l'assassin de Maureen Cosgrove, 65 ans, à son domicile de Carshalton Beaches, dans le sud de Londres. Elle disposait de preuves solides contre George Mabon, le compagnon de sa fille Sally, qui portait son enfant. Elle voulait confirmer sans l'ombre d'un doute que George avait agi seul, et que Sally n'était pas impliquée. La police a refusé de nous les révéler ici, mais ces méthodes secrètes ont produit des résultats qui dépassent les rêves d'un enquêteur. Ce stratagème commence par une information cruciale qui n'avait jamais été révélée à personne, la récupération du sac à main de Maureen derrière la clôture d'un voisin. Après le meurtre, les policiers ont saisi la Ford de Sally pour l'examiner. Puis ils l'ont rendue. Juste avant de le faire, dans l'espoir de déclencher une réaction révélatrice, ils ont dit à Sally qu'ils avaient retrouvé le sac à main et qu'il contenait des preuves permettant d'identifier le tueur. Le contenu nous donne des preuves qui indiquent l'identité du meurtrier de votre mère. On sait qui a fait ça. Oui, nous avons des preuves. Oh. C'est la meilleure des nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. George, tu as entendu ça? Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu, George. Tu as entendu ça? Oui,
Il pense savoir qui l'a tué. Je n'arrive pas à y croire. C'est une excellente nouvelle. C'est incroyable. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la voiture était sur écoute. Leurs réactions ont permis à la police d'obtenir ce qu'elle voulait. Au bout d'un moment, Sally a demandé à George de se garer pour qu'elle puisse acheter des cigarettes. C'est ce qui s'est passé lorsqu'elle est sortie de la voiture qui s'est avéré concluant devant le tribunal. Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait. Je n'en pouvais plus. Elle me faisait craquer tous les jours. Mon Dieu, pardonne-moi. Je t'en prie. Je suis désolé. C'est bon, mon chéri. D'accord. Ça ne va pas? Si, c'est juste que je suis un peu choqué. Je sais, moi aussi. La police a confronté George à l'enregistrement. Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait. Merde. Je n'en pouvais plus. George a été accusé de meurtre. La police était convaincue de l'innocence de Sally. Son frère, John, a été chargé de venir la chercher au poste de police. Elle était en larmes, dévastée. Ils m'ont emmenée dans une salle d'interrogatoire pour la voir. Elle était en larmes, elle répétait que c'était une erreur, qu'il se trompait, que ça ne pouvait pas être lui. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas leur dire « c'est stupide, qu'est-ce que vous fabriquez ?» C'est pas possible. Ils se trompent complètement. Tu ne peux pas leur parler? Tu ne peux pas leur dire qu'ils se trompent? J'ai eu beaucoup de peine pour elle à ce moment-là, car la personne inculpée était son partenaire et le père du bébé qu'elle portait. Mais vous savez, même si elle était convaincue qu'il n'avait rien fait, que la police faisait fausse route, au fond elle savait qu'il était très probablement coupable. Selon moi, il était horrible de penser que quelqu'un que la famille avait accueilli et largement traité comme en étant un membre, puisse faire cela. Mais en même temps, j'étais soulagé de voir que nous commencions enfin à obtenir une réponse à tout ça. George a refusé de laisser partir Sally et a continué à lui envoyer des lettres d'amour depuis la prison en attendant son procès. Il lui répétait qu'il l'aimait, mais aussi toutes les raisons pour lesquelles ce n'était pas lui. Et en gros, que la police avait inventé les éléments dont elle avait besoin, tout ça pour obtenir un résultat rapide. En octobre 2009, le procès de George s'est ouvert à Old Bailey. Au tribunal, en présence du juge et du jury, George est apparu comme très doux, très gentil, très poli. Mais quand le jury s'absentait et que le juge n'entendait pas, il était différent. Il était prétentieux, grossier et arrogant. George a tenté d'expliquer ses aveux en disant que sa mère l'avait épuisé lors de disputes à propos de son chien et qu'il voulait être pardonné pour avoir volé 50 livres dans son sac à main. Il a affirmé qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Nous avons pu prouver que c'était un mensonge. Il avait non seulement de l'argent sur lui, mais aussi le reçu d'un distributeur où il avait retiré 40 livres le matin du meurtre. George a été reconnu coupable mais sa peine a suscité la controverse. Le juge Roberts l'a condamné à une peine minimale de 13 ans. 2 ans de moins que la peine habituelle pour un meurtre avec préméditation et 7 ans de moins que ce que prévoyait la police, au motif que le crime était inhabituel, et que George était sous pression, ne voyant pas d'autre moyen d'être avec la femme qu'il aimait. Le juge a déclaré que cela était illustré par la prière pour le pardon enregistrée par la police. Aucune peine n'aurait suffi. Mais 13 ans, ça ne suffisait pas après tout ça. Pour ce qu'il a fait à ma mère et ce qu'il a fait à notre famille. J'ai consulté le ministère public du comté et le conseiller juridique qui a présenté l'affaire au tribunal. Nous avons fait appel auprès de la haute cour et la peine a été portée à 18 ans, ce qui est plus juste. Il a fallu beaucoup de réflexion à George pour commettre ce meurtre, tout était clairement planifié. Il ne s'agissait pas d'un coup de tête. Le meurtre était prémédité. Il avait déjà menti. Menti sur son trajet. Il avait les gants en sa possession.
L'un de mes officiers a le mieux résumé ses efforts pour dissimuler le crime en disant « Vous avez regardé les experts, mais seulement le début de l'épisode. » Sally et la famille de Maureen reconstruisent aujourd'hui leur vie, essayant de tourner la page sur cette tragédie. La dernière fois que j'ai vu maman, c'était pour la fête des mères. J'étais allé la voir, je lui avais apporté des fleurs et une carte, je l'avais serrée dans mes bras, puis nous avions bavardé. Je me souviens qu'elle m'avait raccompagné quand je partais. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Merci pour les fleurs. Je t'aime, on s'appelle. » J'ai pris ma voiture et je suis parti. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Ou plutôt, la dernière fois que je l'ai vue vivante.